Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, j'ai le plaisir de vous offrir ce livre qui, je l'espère sincèrement, va éclairer votre chemin vers la liberté financière, et vous donnera la motivation nécessaire pour y parvenir. Permettez-moi tout d'abord de vous raconter mon propre cheminement de rebelle de la rat race. J'ai commencé à travailler le jour de mes 18 ans, lassé d'un système scolaire qui me paraissait trop théorique. À l'âge de 20 ans, je suis devenu cadre et ai dû apprendre beaucoup sur le tas, comme par le biais de cours du soir. C'était dur. J'étais très jeune, et le métier complexe. J'ai beaucoup bossé, souvent jusqu'à 11 h du soir au bureau, et j'ai commencé à découvrir le stress. Mon stress commençait à affecter ma santé et mon ostéopathe m'a dit qu'il était urgent de trouver une pratique pour me relaxer. À 20 ans seulement, j'expérimentais déjà les dégâts de la rat race. C'est alors que j'ai commencé à pratiquer la méditation. Alors que je commençais à me stabiliser professionnellement, et dans ma vie personnelle, un bon job, un appartement fraîchement acquis, une fiancée, une certaine aisance matérielle. Je me suis rendu compte que tout ce vers quoi la société me poussait, une certaine forme du bonheur, dans un certain conformisme, n'était pas ma compréhension du bonheur. Je n'étais pas en phase avec ce que je vivais, j'étais en quête d'autre chose. Un voyage d'1 mois à Madagascar, dans le cadre d'un projet de volontariat en reboisement, a été un réel déclic pour moi. J'ai vu dans les campagnes des gens qui vivaient avec très peu et qui étaient tellement heureux, j'ai aussi vu dans les villes une extrême pauvreté au contact des touristes. J'ai alors compris la différence qu'il existe entre vivre pour travailler et travailler pour vivre. C'est à l'âge de 21 ans qu'un fort désir de liberté et de sortir de la rat race m'a pris. Je me suis donc mis à tester différentes choses pour y parvenir, dont je partage mon expérience sur mon blog. La première et la plus grande décision a été de changer de cadre de vie et de m'installer à l'île de la Réunion avec une simple valise, sans y avoir jamais mis les pieds auparavant. J'y ai poursuivi ma carrière en tant que salarié. Je m'investissais à fond et ai ainsi triplé mon portefeuille client en 4 ans. À l'âge de 25 ans, guidé par une forte envie d'indépendance, je me suis décidé à créer ma première boîte. En partant de zéro, j'ai construit en quelques années seulement une entreprise de plus d'une quinzaine de collaborateurs répartis sur plusieurs sites, ce qui à l'échelle locale, et dans notre métier est perçu comme une belle réussite. Cela m'a donné envie de continuer à entreprendre. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à m'organiser pour que ma présence dans l'entreprise ne soit plus indispensable. L'idée étant de pouvoir me dégager du temps pour d'autres projets. J'avais en tête de conquérir une totale liberté financière grâce à une stratégie centrée sur l'immobilier pour l'âge de 40 ans de manière à prendre du temps pour voyager. En cours de route, je me suis rendu compte que ma stratégie n'était pas forcément la bonne. Qu'aurais-je fait de tout ce temps libre, moi qui suis si actif, et qu'il valait mieux mettre en place des outils dès maintenant, pour vivre mieux et plus librement, dès maintenant. J'ai donc commencé à mettre en pratique le slogan du best-seller de Tim Ferriss, « Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux ». Au travers de cette chaîne sur la liberté financière, je partage mes expériences et mes conseils pour vous aider à avancer vers votre propre liberté, pour mener une vie meilleure, une vie plus libre et épanouie, tout en vous assurant sécurité financière et tranquillité d'esprit, telle est ma motivation. Aujourd'hui, à 32 ans, quelle légitimité ai-je à vous parler de liberté financière? 1. 7 années d'études, soit 3 diplômes dans le domaine de l'immobilier, et une formation en management grande école de commerce. 2. Plus de 14 ans de pratique professionnelle dans ce même domaine. 3. Un premier investissement immobilier réussi à l'âge de 20 ans, qui s'autofinance. 4. Un patrimoine immobilier composé de logements, résidences principales, colocation, location meublée, et locaux commerciaux. 5. Une expérience réussie de plus de 6 années, en tant que chef d'entreprise. 6. Un état d'esprit d'apprentissage permanent, lecture, formation. 7. Un état d'esprit d'investisseur. 8. Une pratique quotidienne de la méditation, comme voie de développement personnel depuis plus de 10 ans.
L'idée de ce livre sur la liberté financière m'est venue de pouvoir aider d'autres personnes à sortir du métro boulot dodo, de l'angoisse du dimanche soir à l'idée de reprendre le travail le lendemain, à mettre en place des solutions de revenus alternatifs et passifs, à changer de vie, et à réaliser leurs rêves. Bref, tout cela est bien résumé, à mon sens, par le terme de liberté financière. J'ai donc pris le pari audacieux de concilier développement financier et développement personnel. C'est ainsi que ce livre gratuit a vu le jour. Ce livre se veut une introduction à la liberté financière. Qu'est-ce que la rat race, et pourquoi en sortir? L'expression rat race nous vient, comme vous l'aurez compris, de l'anglais, et se traduit littéralement « course des rats ». Elle est apparue aux USA dans les années 50. Souvenez-vous de ces rats qui courent dans leurs roues, prisonniers de leur cage. Dans ce premier chapitre, je vous invite à questionner votre relation au travail, à l'argent, et à passer à l'action. Et vous, courez-vous comme un rat? Il faut savoir qu'il existe deux approches de la rat race. La première est purement financière. Pour sortir de la rat race, il faut se constituer des revenus passifs équivalents à ses revenus du travail salarié pour pouvoir quitter ce dernier. J'aborde bien entendu ce sujet largement, mais j'insiste aussi sur la seconde approche, qui tient plus à une critique de notre style de vie moderne. 1. Travailler dur à l'école, pour trouver un bon emploi. 2. Consommer à outrance. 3. S'endetter pour acheter une voiture et un logement, en pensant faire l'investissement de sa vie. 4. Courir après le temps, pour gagner du temps. 5. S'évader en regardant la télévision. 6. Oublier tout ça en partant en vacances 5 semaines par an. 7. Quémander des augmentations de salaire, pour pouvoir se faire plaisir, consommer encore plus. 8. Montrer aux autres qu'on a réussi, par des signes extérieurs de richesse. 9. Augmenter ses dépenses, pour satisfaire de nouveaux désirs. 10. Recommencer sans cesse. 11. Rêver de la retraite, pour pouvoir en profiter enfin. 12. Poursuivre un bonheur qui semble pourtant filer comme l'eau contenue dans le creux de la main. 13. Et faire tout ça sans savoir pourquoi. Travailler plus pour gagner plus, ça vous dit quelque chose? La rat race, c'est la routine du métro boulot dodo, celle qui nous pousse à faire les mêmes choses tous les jours, pendant plus de 40 ans. Vous êtes-vous reconnu dans cette description? Alors ce livre est fait pour vous. Prenez le temps de le suivre, et je vous promets, je vais retourner votre cerveau, par des prises de conscience progressives. Je vous dévoilerai des stratégies et des outils, pour sortir de la rat race. Je vous parlerai de ma propre expérience. Alors, avançons ensemble vers votre liberté financière. Oui, mais tout le monde fait pareil. Chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de vous arrêter et de réfléchir, disait Mark Twain. Il y a un conte indien célèbre, qui raconte qu'un jour, un roi d'une contrée éloignée se cassa les jambes suite à un accident de cheval. Les meilleurs médecins du royaume ne purent lui rendre l'usage de ses jambes, et il dut se résoudre à marcher avec des béquilles. Comme ce roi était coléreux, il ne supportait pas de se savoir infirme alors que tous ses sujets étaient bien valides. Il fut ainsi publié un décret obligeant tous les gens de son royaume à porter des béquilles. Ceux qui firent de la résistance se virent condamnés à mort. Les mères apprirent très jeunes à leurs enfants à marcher avec des béquilles. Comme le roi vécut très vieux, les anciens moururent, et avec eux le souvenir du temps où l'on marchait sur ses jambes. À sa mort, quelques vieillards essayèrent bien d'abandonner leurs béquilles, mais leur corps fatigué en avait désormais besoin. Et lorsqu'ils essayaient de raconter aux jeunes ce qu'il en était autrefois, on leur riait au nez. Certains essayèrent néanmoins, mais se cassèrent la figure, devenant ainsi la risée de tous. Vous voyez bien que c'est impossible. Ce ne sont que de vieilles légendes. Qui serait assez fou pour croire aux légendes? Il est donc devenu urgent de nous questionner sur nos façons de vivre et de travailler. L'homme est-il fait pour le métro boulot dodo, pour brasser des papiers ou des emails toute la journée dans un bureau? Plusieurs films récents, comme Demain et En quête de sens, se sont employés à nourrir chez les gens de la prise de conscience sur notre système économique et notre relation au travail, en proposant des solutions concrètes. Cela fait plus de 150 ans
que l'on a créé des grosses entreprises, dans lesquelles on fourre des gens, pour leur faire des choses, qu'ils n'ont pas véritablement envie de faire. Auparavant, il y avait beaucoup plus de petites entreprises, petits commerces, artisans, agriculteurs, et il n'y avait pas de chômage. Notre système économique moderne est basé sur la rat race, qui rabaisse l'intelligence individuelle. Mais ce n'est pas, parce que tout le monde rentre sagement dans le moule que vous devez faire pareil. La seule difficulté lourde à laquelle vous pourriez être confronté, comme dans notre conte, c'est la résistance des autres à votre changement. Suivez comme des moutons, ou dépassez la vanité. Selon Sénèque, il faut nous attacher à ne pas suivre, comme des moutons, le troupeau qui nous précède. Une autre histoire, pour vous permettre de prendre conscience de comment, pris par le quotidien, l'être humain piégé par la rat race ne se rend plus compte de l'évidence. Un jour un Américain se rend en Écosse, et il observe un portail au milieu d'un chemin. Chaque fois que le berger emmène ses moutons, pour brouter l'herbe verte, et bien grâce de l'autre côté, il ouvre le portail. Il ramène ensuite les moutons en refermant le portail derrière lui. L'Américain questionne donc le berger sur cet étrange rituel. Les espaces sont vastes et non clôturés. Les moutons pourraient très bien passer à côté du portail, pour aller brouter de l'autre côté. Le berger lui explique que lorsque les moutons courent vers le portail, et qu'ils le trouvent fermé, ils font demi-tour. Pris par leur habitude de passer par ce portail, ils ne réalisent pas qu'il y a d'autres façons d'aller de l'autre côté. Il suffirait, en effet, de simplement contourner le portail. Nous avons été tellement conditionnés à vivre dans la rat race, que la plupart des gens ne réalisent pas qu'il y a possibilité de vivre autrement. Même si les choses sont en train de changer, et si vous êtes en train d'écouter ce livre, c'est que vous avez déjà eu une prise de conscience. Pour beaucoup, cela semblerait insensé de vivre autrement, à moins de gagner au loto. Qu'est-ce qui pousse tous ces gens à jouer au loto? Il y a dans l'inconscient de tous, l'envie de sortir de la rat race, et la solution, pour sortir de la course à l'argent, est bien entendu d'en avoir beaucoup. L'espoir d'un gain important pousse les joueurs habituels, comme occasionnels à parier. Chacun a ses bonnes raisons, et imagine déjà ce qu'il pourrait faire avec tout cet argent. Selon une étude récente, la première motivation des joueurs occasionnels est, bien entendu, l'argent et l'appât du gain. Puis vient en second le fait de passer un bon moment et de décompresser. Selon cette même étude, les femmes donnent la préférence au voyage et à une grande maison, alors que les hommes aux biens matériels tels que belles voitures, montrent. Pourquoi les gens achètent les plus belles et les plus grosses voitures? Combien de salariés rêvent des meilleurs postes dans leur entreprise? Pourquoi éprouve-t-on le besoin irrésistible d'acheter la dernière édition de notre smartphone? Pourquoi les gens désirent les vêtements de marque? C'est la vanité en l'être humain, qui motive à pousser la course du rat toujours plus loin. La propagande de la vanité par le marketing et la publicité est un instrument de manipulation de masse. Notre relation au travail. On dit qu'il y a 3 millions de personnes qui veulent du travail. C'est pas vrai, de l'argent leur suffirait, disait Coluche. Selon le baromètre André Ipsos sur le bien-être et la motivation des salariés en Europe, de 2013, les Français ont répondu à la question suivante. Aujourd'hui, si vous pensez à votre travail, vous diriez que c'est plutôt en fonction de quoi? Voici leur réponse en pourcentage. 14% pour la fierté, 19% pour le plaisir, 27% pour la sécurité, 23% juste une routine, 13% une contrainte, 5% ont répondu « je ne sais pas ». Les résultats sont quasi identiques dans les autres pays européens. Quelle conclusion peut-on en tirer? Si l'on regroupe les motivations sécurité, routine, contrainte, cela fait 63% des gens qui travaillent par nécessité. Pour beaucoup, l'angoisse du dimanche soir avant de reprendre le travail le lendemain est une réalité, tout comme le manque de sens dans ce qui est accompli. Il est alors temps de se poser quelques questions sur notre relation au travail. Qu'est-ce que la liberté financière? Selon John Kennedy, la grande révolution dans l'histoire de l'homme, passée, présente et future, est la révolution de ceux qui sont résolus à être libres.
Il n'existe pas de définition type, et beaucoup vous donneront la leur. Personnellement, je la définirais comme suit: la capacité pour un individu de ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre, de faire ce qui l'intéresse réellement dans la vie, d'être lui-même, et de gérer son temps librement. Cette liberté s'exprime tant au niveau de la relation au travail, au temps, qu'au niveau du détachement à l'argent lui-même. Laissez-moi vous exposer cette idée plus en détail. Comme vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de devenir milliardaire. On parle ici de la liberté de vous offrir la vie qui vous épanouira le mieux. Et pour cela, l'argent ne doit plus être un tracas. Vous allez bien entendu apprendre à vous enrichir, mais ce sera à vous de vous fixer en fonction de vos objectifs de vie. Si vous souhaitez devenir rentier, vous pourrez le devenir en suivant ces conseils. Même si beaucoup rêvent de liberté financière, tous ne sont pourtant pas prêts pour ça. Le confort des habitudes, le poids des autres, le manque d'énergie, sont autant de facteurs qui peuvent vous empêcher de sortir de la rat race. Plaidoyer pour l'éducation financière. Comme disait Jim Rohn, l'éducation formelle fera de vous un salarié, l'auto-éducation vous fera un riche. Notre système scolaire est ainsi fait qu'on nous apprend seulement à bourrer notre crâne d'informations qui n'auront pas forcément une implication très concrète dans notre vie. Alors pourquoi ne pas parler d'éducation financière? Comme nous vivons dans une société de consommation à outrance, les individus sont tentés de dépenser tout leur argent pour leur plaisir. Notre société est indirectement manipulée par des marketeurs habiles, travaillant pour des sociétés qui ont besoin de vendre toujours plus. Ainsi on n'apprend pas à gérer l'argent aux jeunes, et on crée ensuite des commissions de surendettement pour compenser. Je discutais récemment avec la directrice d'une de mes agences bancaires. Nous parlions du taux d'endettement, rapport entre les charges financières mensuelles et le revenu disponible, de 33% des revenus. Elle me disait que pour sa banque, ce qui compte le plus est la capacité à épargner. Elle a ainsi des couples qui ont de gros revenus et qui se retrouvent toutes les fins de mois à découvert. D'autres ont des revenus modestes, mais épargnent des sommes impressionnantes. Ainsi, pour les personnes qui gèrent bien leur argent, ils n'hésitent pas à monter jusqu'à 40%. Il y a tellement d'entrepreneurs brillants qui étaient de mauvais élèves à l'école. Et je trouve que ça fait complètement sens. Le système scolaire pousse au formatage, à rentrer dans un moule. L'entrepreneur, quant à lui, a ce brin de folie, de briser les codes existants, et un fort désir créateur. C'est précisément ce qui le pousse à sortir des rangs. Pour ma part, mon attention décrochait très vite des cours, et je rêvassais beaucoup. Tout cela manquait de concret pour moi. J'ai néanmoins obtenu un bac avec mention. Et je me suis tout de suite lancé dans la vie active. Et comme je ne voulais pas renoncer aux études, j'ai entrepris toutes mes études en alternance, puis en cours du soir, pendant pas loin de 9 ans au total. Ce que j'étudiais voyait alors une implication très pratique dans mon quotidien professionnel, mais aussi personnel. Mais là encore, on n'apprend pas la gestion de ses finances personnelles. Il n'y a pas 36 façons de se former à l'argent. Lisez, regardez des vidéos, suivez des formations sur le sujet. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est que vous êtes désireux de connaître les secrets de l'argent. Il vous faudra apprendre à fonctionner différemment de la majorité des gens. Continuez d'apprendre avec votre propre volonté, et mettez en pratique. L'argent peut vous rendre libre, ou pas. Savez-vous qu'il existe aujourd'hui des gens qui ont des fortunes égales à la richesse d'une vingtaine de pays réunis? C'est impressionnant. Tim Ferriss commence son livre La semaine de 4 heures par une anecdote qu'il a vécue, et qui est le point de départ de sa réflexion. 1 heure du matin, 30 000 pieds au-dessus de Las Vegas. Passablement ivre, ses amis s'étaient assoupis. Nous deux mis à part, tout le monde dormait dans la cabine de première classe. Il tendit la main pour se présenter, et une énorme bague de diamants, digne d'un dessin animé, surgit de l'éther comme ses doigts, traversait le halo de ma veilleuse. Marc était un magnat. Un vrai de vrai. Station-service, épicerie, salle de jeu, il avait tour à tour régné sur ses différentes activités dans sa région natale. Il n'était pas rare, confessa-t-il dans un demi-sourire,
que lui et ses acolytes du week-end perdit 500 000 à 1 million d'euros en 2 jours à Las Vegas. Chacun. Pas mal. Il se redressa dans son siège comme ma conversation glissait sur mes voyages, mais j'étais nettement plus intéressé par son incroyable palmarès de machines à euros. Laquelle de vos activités avez-vous préférée? La réponse fusa. Aucune. Il m'expliqua qu'il avait passé plus de 30 ans, avec des gens qu'il n'aimait pas, à acheter des choses dont il n'avait pas besoin. Sa vie était devenue une succession de femmes trophées, comme le veut le dicton. Il en était à sa 3e voiture hors de prix et autres vains exploits. Marc faisait partie des morts vivants. Je vous invite à considérer l'argent non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen. Un moyen d'acheter votre liberté. Ou comme une énergie nécessaire à la vie. Pourquoi et comment passer à l'action? Selon Pablo Picasso, derrière chaque homme qui réussit, il y a un homme qui agit. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leurs conditions matérielles, de leur salaire, de la crise, et c'est pourtant en temps de crise que certains font de belles réussites. Ça a été mon cas lorsque j'ai créé mon entreprise. N'écoutez pas ce livre en vous disant que c'est impossible et en rangeant vos rêves dans le tiroir. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, mais ne le répétez à personne, tout le monde peut y arriver. Il y a des gens ordinaires, sans riches parents, sans piston, sans capital de départ important, sans diplôme, qui ont découvert la liberté financière et qui ont décidé de s'en construire l'opportunité. Il y en a qui y sont arrivés. Alors pourquoi pas vous? La seule différence réelle, c'est l'action. Je suis certain que vous fréquentez beaucoup de gens qui parlent d'investissement immobilier, d'opportunités d'affaires, de placement, mais qui ne font rien. Je suis certain que vous fréquentez des collègues de travail qui vous parlent de leur rêve de changer de vie, mais qui ne font rien. Je m'engage à travers ce livre à vous aider à construire votre stratégie pour sortir de la rat race et conquérir votre liberté financière. Mais une chose est sûre, je ne peux pas agir à votre place. Il vous faudra mettre en œuvre une volonté de faire et garder en perspective votre objectif pour pouvoir l'atteindre. Mais d'abord, vous devrez modifier votre façon de penser, de parler et d'agir. C'est une évidence, si vous continuez à fonctionner de la même manière, vous n'allez pas devenir libre financièrement. Vous savez maintenant que j'aime illustrer mon propos d'histoire ou d'exemple. Imaginez que vous prépariez toujours le même plat aux invités que vous recevez chez vous pour dîner. Si vous suivez exactement la même recette, vous obtiendrez toujours un résultat similaire. Si votre plat n'est pas très réussi, et que vous persistez dans votre façon de faire, le résultat sera toujours le même. Si par contre, vous essayez de faire différemment en suivant les conseils d'un cuisinier plus expérimenté, vous obtiendrez un meilleur résultat. Ce qui est encore plus fort, c'est que par effet boule de neige, ce n'est pas seulement votre plat qui va s'améliorer, mais aussi vous-même. Vos invités seront encore plus ravis de venir vous voir, vous gagnerez en réputation, en confiance en vous-même. Il en est pareil avec l'argent. Il vous faudra modifier votre façon de fonctionner. Je vous explique cela dans le prochain chapitre. Vous pourrez ensuite bénéficier de bienfaits de l'effet boule de neige. Argent, changez vos habitudes. J'espère que vous êtes bien assis. Dans cette partie, je veux retourner votre cerveau. Je vais développer des principes incontournables pour vous enrichir, qui risquent d'en choquer plus d'un, car ils vont à l'encontre de ce que la plupart des gens font. Oui, l'argent est très souvent mal perçu, mal compris, et mal géré. Tout d'abord, l'argent est souvent un sujet un peu tabou. On le dit parfois sale ou mère de tous les vices. Pourtant, tous les gens de par le monde le convoitent. Mon objectif n'est pas de vous aider à devenir une des personnes les plus riches de la Terre. Tout le monde sait que l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue. Pour reprendre l'image d'un philosophe indien, on est les poings fermés, et on meurt les mains ouvertes, en n'emportant rien. Nous avons besoin d'argent, pour vivre mais ne vivons pas pour l'argent. Il y a tellement d'autres aspects de notre vie qui méritent qu'on y consacre du temps. Famille, loisirs, développement personnel, spiritualité, l'idée est donc de trouver un équilibre.
Je vous propose de voir l'argent comme un moyen. Le moyen d'atteindre votre liberté, de mener la vie qui vous correspond vraiment, de concrétiser vos projets, de réaliser vos rêves, de faire plaisir à ceux qui vous sont chers, de vous faire plaisir, etc. Adoptez un état d'esprit gagnant. Essayez de vous forcer à sourire le matin en partant travailler. Essayez de vous auto-motiver en adoptant un simple élan de dynamisme volontaire. Vous verrez que cela a un impact, au moins sur votre matinée. Vous verrez que cela a aussi un impact sur les gens qui vous entourent. Gardez l'esprit ouvert, faites-en l'expérience et observez. Eh bien, sachez qu'il en est de même avec l'argent. Pensez-vous que les gens qui voient passer une belle voiture en critiquant les riches pourront un jour s'enrichir? Pensez-vous au contraire, qu'une personne qui voit passer une belle voiture en se disant « je vais y arriver, je peux m'offrir une bonne situation, puisse un jour y parvenir », il y a plus de chances en effet. Imagineriez-vous un entrepreneur à succès, qui soit en même temps totalement démotivé et dépressif? Un entrepreneur va toujours de l'avant, fait face aux difficultés, et il y en a souvent, ne croyez pas, en essayant de les surmonter, et garde toujours en tête là où il veut aller. Nous créons par notre attitude et nos pensées notre quotidien. Ayez confiance en vous-même. Vous pourriez être surpris de ce que vous êtes capable d'accomplir. Lorsque j'ai quitté le salariat, pour créer mon entreprise, c'est avant tout poussé par un désir d'indépendance, de reconnaissance et d'accomplissement personnel. Je m'imaginais avoir une toute petite structure, et m'en satisfaire. Or il se trouve que je me suis pris au jeu du développement. Avec une bonne approche commerciale, de solides méthodes de travail, les clients affluaient. J'ai commencé dans un local de 20 mètres carrés, un ancien local vélo que j'ai réaménagé. J'ai ensuite dû prendre à côté, un appartement de 70 mètres carrés en complément, car à 6 personnes dans 20 mètres carrés c'était très à l'étroit. J'ai ensuite ouvert une succursale dans une autre ville, avec un local de 40 mètres carrés. J'ai dû ensuite déménager le siège social, dans du 140 mètres carrés, puis agrandir les locaux de la succursale de 40 mètres carrés supplémentaires. Et peut-être que dans quelques années, j'ouvrirai une autre succursale dans une autre ville. Avec du recul, je n'avais jamais imaginé tout ça. Je n'aurais jamais pu l'imaginer en vérité. Et je reçois souvent des compliments pour le chemin parcouru. Pourtant il m'arrive souvent de douter de moi. Mais on me reconnaît cette capacité à rester positif, et à vouloir toujours aller de l'avant. Si je pratique la méditation quotidiennement depuis plus de 10 ans, ce n'est pas un hasard. Dans la méditation, on cherche à calmer le mental. Lorsque le silence s'installe à l'intérieur, on prend mieux conscience de ce qui se passe dans notre vie. On perçoit les attitudes négatives en nous-mêmes, et autour de nous, on en devient plus facilement le témoin. C'est une des nombreuses vertus de la méditation. En résumé, essayez d'avoir une attitude de winner, sans toutefois tomber dans les excès de ce concept à l'américaine, ni dans l'ego. Quand vous ressentirez cette attitude en vous-même, la chance s'assiera à vos côtés. Passez du stade de consommateur à celui d'investisseur. Avez-vous remarqué que certains peinent à finir leur fin de mois alors que d'autres, par leurs investissements, s'enrichissent d'année en année? Il y a derrière une différence radicale d'état d'esprit. Ce sont les choix que vous allez faire avec l'argent qui arrive sur votre compte, ainsi que vos choix d'emprunt, qui vont déterminer votre avenir. Dans le premier cas, la personne dépense son argent avant de penser investissement. Nous sommes tous tentés par le piège de dépenser tout notre argent, et celui-ci file très rapidement. Vous devez comprendre que l'entier système de la rat race est basé sur le désir de consommer. Les marketeurs usent de ruses habiles pour vous pousser à consommer toujours plus. Et la plupart des gens tombent dans le panneau de cette tentation. Le consommateur paie ainsi ses dépenses courantes, et s'accorde toutes sortes de plaisirs, dans la mesure de ses moyens, et souvent au-delà. C'est ainsi que le fait de recourir à des prêts à la consommation nourrit cette spirale consumériste. Le consommateur ne perçoit pas la différence entre la richesse et l'impression de richesse. Cela se traduit souvent par l'achat d'une belle voiture, signe extérieur de richesse. Ce peut être aussi une belle maison, une montre chère, le smartphone dernière génération. C'est ainsi qu'il va être dans l'apparat, mener un grand train de vie,
alors même qu'il vit au jour le jour, de salaire en salaire, de mois en mois. S'il reçoit une augmentation de salaire, il va immédiatement en profiter pour augmenter sa consommation. Le premier risque pour le consommateur est la perte d'emploi. S'il a des crédits sur le dos, il ne pourra plus soutenir son niveau de vie avec des indemnités chômage. Mais ce n'est pas le plus grave à mon sens. Le deuxième risque est qu'il se verra accroché à son travail, et maintenu dans le cercle vicieux de la rat race. Dans le second cas, la personne pense investissement avant de consommer. L'idée est d'épargner de l'argent, puis de l'investir. Vous devez garder votre attention sur votre capital, et à le faire grandir mois après mois. Judicieusement investi, ce capital va générer de l'argent, loyer, intérêts, dividendes, qui va pouvoir être réinvesti. Cela constitue un cercle vertueux. Plus vous avez d'argent, et plus vous pouvez en avoir. L'investisseur met toujours plus d'argent de côté et génère toujours plus de revenus. Plus vous investissez, et moins vous devenez dépendant de votre travail pour vivre. L'investisseur utilise le prêt pour ses investissements comme levier d'enrichissement. Même s'il a du capital, il va en utiliser seulement une partie pour investir et recourir à un prêt pour la plus grosse partie. L'investisseur crée de l'argent avec de l'argent. C'est une des clés de la liberté financière. Vous devez passer du stade de consommateur au stade d'investisseur. Il vous faudra pour cela une certaine motivation, car il faut mettre en route la machine. Des sacrifices sont nécessaires au début, mais votre perspective d'avenir vous sera très motivante. Payez-vous en premier. Selon Azra Ali, qui économise ne sera jamais dans le besoin. Si vous n'avez pas eu la chance d'hériter très jeune de la fortune d'un oncle d'Amérique, ou de naître avec une cuillère en or dans la bouche, il va vous falloir partir de zéro. Lorsqu'on part de zéro, il faut d'abord se constituer un capital, et ensuite l'investir, avec sagesse pour ne pas perdre ce capital, mais le faire fructifier. C'est la raison pour laquelle il est primordial de se former avant de se lancer. Vous pouvez bien sûr apprendre sur le tas, de vos erreurs, mais vous allez perdre du temps, et de l'argent. C'est la raison d'être de mon blog fin-de-la-rat-race.com. Je ne souhaite pas juste dénoncer un système qui me paraît inépanouissant, mais aussi vous donner des solutions très concrètes pour en sortir. Regardez d'abord vos revenus, ils proviennent de votre travail. Il vous faudra donc mettre un peu d'argent de côté tous les mois. Je recommande 10 à 20% en plus votre 13e mois, si vous en avez un. Vous pouvez bien entendu commencer plus bas, puis augmenter cette épargne progressivement. La plupart des gens qui économisent de l'argent le font en fin de mois, après avoir assuré toutes leurs dépenses, habitation, nourriture, essence, impôts, taxes, la liste est longue. Changez vos habitudes dès maintenant. Il est urgent de passer à l'action tout de suite. Mettez en place un virement automatique mensuel avec votre banque, et ce, en début de chaque mois. Vivez avec ce qu'il vous reste. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. Vous gardez, pour vos futurs investissements, une part de vos revenus. Observez votre cercle de proches. Vous avez forcément des personnes qui dépensent tout leur argent chaque mois, et ce, quelle que soit l'importance de leurs revenus. Ils ont l'impression de ne pas faire d'excès, et pourtant ils ne se refusent rien. C'est ainsi qu'il ne leur reste plus rien à économiser. L'épargne que vous allez constituer patiemment ne va pas bouleverser votre mode de vie, et vous allez avoir le plaisir de constater que votre capital progresse rapidement. Si vous voulez conquérir votre liberté financière, cette habitude est incontournable. Si vous ne l'avez pas encore prise, il est urgent de le faire. Si vous l'avez déjà, augmentez votre épargne mensuelle. 1. Vivez au-dessous de vos moyens. Savez-vous ce qui différencie les riches des pauvres? Les pauvres vivent au-dessus de leurs moyens. Les riches vivent en dessous de leurs moyens. Les riches ne cherchent pas toujours à étaler leur richesse. Beaucoup mènent une vie en apparence ordinaire et simple, sobre et sans artifice. C'est ce qu'on appelle la frugalité. C'est par cette attitude qu'ils ont pu construire leur richesse. Dans le livre The Millionaire Next Door, The Surprising Secret of America Wealthy, les auteurs Stanley et Danko livrent leurs conclusions après avoir étudié et interrogé de nombreux millionnaires qui se sont construits eux-mêmes et ont accumulé une belle fortune en moins d'une vie.
Ils achètent des voitures d'occasion, ils vivent dans des maisons situées dans des quartiers sans prétention, ne s'achètent pas des vêtements de grandes marques, et élèvent leurs enfants de manière modeste de telle sorte qu'ils ne sont pas conscients de la richesse de leur famille, jusqu'à l'âge adulte, pour ne pas en faire des enfants gâtés. D'où l'idée du titre du livre, « Votre voisin est un millionnaire ». Une autre idée importante est que si vous vivez pour consommer toujours plus, vous ne sortez pas en vérité de la rat race. Souvenez-vous de ma définition de la liberté financière. Je vous parlais de détachement à l'argent. Vouloir étaler ses richesses est précisément ce qui pousse les gens à y rester. Il est donc important d'avoir un regard sur ses dépenses. Ne tombez néanmoins pas dans l'excès de compter chaque sou, chaque dépense, etc. Tenir des comptes d'apothicaire ne va pas vous aider à mener une vie équilibrée, vous pourriez devenir obnubilé par compter votre argent ou pire devenir radin. Si vous êtes en couple, organisez-vous pour résister aux tentations superflues. L'un pouvant toujours raisonner l'autre. 2. N'achetez pas votre résidence principale. Je vous conseille de commencer à investir dans l'immobilier avant d'acheter votre logement. Voici pourquoi. La première idée à intégrer est que l'achat de son logement est un frein à l'investissement. Il vous faut comprendre que les banques et établissements de crédit regardent votre capacité d'endettement. Ils fixent un plafond aux alentours des 33% de vos revenus. Si votre ménage dispose de 3 000 € de revenus nets par mois, ils vous prêteront de l'argent à condition que vos remboursements mensuels ne dépassent pas 1 000 €. Quand je parle de remboursement mensuel, il faut bien entendu y inclure l'ensemble de vos prêts en cours, crédit à la consommation, prêts automobiles, prêts travaux, etc. Avant d'acheter leur résidence principale, la plupart des ménages vont voir leur banquier. Ils leur disent « Voilà nos revenus, combien pouvez-vous nous prêter ?» L'employé de banque va faire le calcul ci-dessus. Ensuite, le couple cherche un bien en fonction de son budget. Cela signifie que le couple épuise toute sa capacité d'endettement pour se loger, ce qui laisse très peu de place à l'investissement. Comme l'achat de la résidence principale se fait souvent sur 20 ans, voire plus, le couple est facilement maintenu dans la rat race. Il faut continuer à travailler dur pour payer le logement. Vous êtes pieds et poings liés. Certains employés de banque ou d'établissements de crédit vous diront « On veut bien vous prêter pour investir dans l'immobilier, mais achetez d'abord votre résidence principale. Insistez ou fuyez. » De plus, il est fort probable qu'ils vous demandent un apport personnel, ce qui va réduire votre capital d'investissement. Il est important que vous gardiez à l'esprit votre nécessité d'investir pour accomplir votre objectif final de libération de la rat race. La seconde idée clé est que votre résidence principale ne vous fera pas gagner d'argent. La plupart des gens font de l'achat de leur résidence principale l'investissement de leur vie. Acheter sa résidence principale n'est pas un investissement, c'est une charge. À moins que vous n'en louiez une partie, comme le font certains un étudiant ou un saisonnier, cet achat vous fera simplement remplacer votre loyer mensuel par une mensualité de crédit. Une fois que vous aurez soldé votre crédit, vous pourrez seulement économiser cet argent. Et cela arrive souvent au moment de la retraite. Vos héritiers, quant à eux, pourront pleinement en profiter. J'ai souvent entendu, dans les années où les prix de l'immobilier montaient fortement, des gens s'enorgueillir que leur bien avait pris beaucoup de valeur. C'est une pensée totalement absurde. S'ils devaient vendre leur logement pour en acheter un autre, ils achèteraient un bien au prix du marché, qui est lui aussi à la hausse. Prenons un exemple, s'ils ont acheté leur bien 100 000 € et qu'ils peuvent le revendre 200 000 €, ils auront fait une belle plus-value, mais ne vont trouver un bien équivalent qu'aux alentours des 200 000 €. Par contre, s'ils vendaient un placement, acheté 100 000 € et revendu 200 000 €, ils pourraient encaisser cette plus-value, et avec l'argent recueilli, soit se faire plaisir, soit réinvestir dans un autre type de placement. 3. Multipliez vos revenus. L'argent est un bien mauvais maître, mais un fort bon serviteur, disait Francis Bacon. La plupart des gens n'ont qu'une seule source de revenus, leur travail. Si vous souhaitez pouvoir vous en détacher, il est indispensable de diversifier vos sources de revenus. Voici quelques idées. La première source de diversification à laquelle l'on pense est généralement l'immobilier.
Si l'on investit habilement, l'immobilier peut rapporter de l'argent immédiatement. C'est ce que l'on appelle le cash flow positif. On peut également penser à la bourse. Pour ceux qui ne sont pas du genre à boursicoter tous les jours devant leur ordinateur, pour acheter et vendre des actions, il est également possible d'investir à long terme dans des sociétés cotées. On peut également penser à des talents particuliers, à des loisirs que vous aimez et que vous pouvez partager, tels que cours particuliers de guitare, cours collectifs d'encadrement à vos amis, vente de produits artisanaux, soutien scolaire, etc. Le marketing de réseau en est aussi une. Vous savez, c'est le fait de vendre des produits à vos connaissances. L'intérêt de ce système, c'est que vous pouvez aussi créer votre propre réseau et certains gagnent très bien leur vie par ce biais. J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu le représentant exclusif régional d'une marque de vélo électrique. Il travaillait en parallèle de son emploi, jusqu'au jour où il a décidé de se consacrer pleinement à cette activité qui marchait bien. Il a en parallèle développé la vente d'autres produits en exclusivité. Il est vrai que certains travails prennent tellement de temps, qu'il est difficile de s'en dégager pour créer des revenus alternatifs. Il vous faudra donc être astucieux, et trouver des moyens, pour travailler plus efficacement, automatiser ou déléguer ce qui peut l'être, et peut-être négocier un accord de télétravail avec votre employeur. Mais si l'on prend les cas de l'immobilier et de la bourse, il n'est pas nécessaire d'y consacrer énormément de temps. On en reparle dans le 3e chapitre. L'idée est de privilégier les revenus automatiques, dits passifs. Les revenus passifs. On définit les revenus passifs en opposition aux revenus dits actifs. Un revenu d'activité, c'est de l'argent que vous obtenez en échange de votre temps de travail. C'est ce que font la plupart des gens avec leur emploi salarié. Ils s'engagent à un certain nombre d'heures de travail, chaque semaine et en échange reçoivent un salaire fixe, avec éventuellement une partie variable. Un revenu passif, c'est de l'argent que vous gagnez en automatique. Cela veut dire que vous n'êtes pas dépendant de votre travail pour gagner cet argent. Ces revenus tombent presque tout seuls. Pour parler concret, ce sont 1. Les loyers. Une fois votre argent investi dans un bien immobilier, vous avez des revenus qui tombent tous les mois. 2. Les royalties, issues de la propriété intellectuelle ou artistique, si vous brevetez une invention, si vous écrivez un livre, publiez une étude, composez une chanson. 3. Les revenus de la publicité, que ce soit sur votre site internet, ou via un panneau publicitaire installé dans votre jardin pour les automobilistes attendant au feu rouge. 4. Les revenus de votre propre entreprise, si vous n'intervenez pas dans le management opérationnel du quotidien. 5. Les revenus d'une application. Une fois l'application créée, elle vous rapporte de l'argent régulièrement. 6. Les dividendes, que ce soit d'actions en bourse ou de fonds de placement. 7. Les intérêts, que ce soit d'obligations ou d'autres placements financiers. 8. Les pensions reçues, fonds de retraite, etc. Ce qui est génial avec les revenus passifs, c'est que l'argent travaille pour vous. Il remplit votre compte bancaire de jour en jour. Vous avez alors du temps pour continuer à générer d'autres revenus passifs et profiter de la vie. Il vous faudra bien sûr travailler pour arriver à générer ces revenus passifs, au cas où vous penseriez que l'argent tombe du ciel, mais vous verrez que lorsqu'on se bouge pour pouvoir récolter des résultats pour soi-même, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. D'autant plus, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose qui nous plaît. Par la suite, ces investissements vous prendront beaucoup moins de temps, simplement suivre les rentrées d'argent, et gérer les éventuels problèmes. Pour l'exemple de l'immobilier, suivre l'encaissement des loyers par votre agence immobilière, et valider les devis de réparation diverses qui pourraient être nécessaires. Il faut donner pour recevoir. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner, et non dans sa capacité à recevoir. L'argent est comme une énergie, un fluide, qui circule. Vous remarquerez qu'on le dit liquide. Un des grands principes à retenir sur l'argent est qu'il faut donner pour recevoir. Ce principe s'applique à différents niveaux. Si un entrepreneur veut vendre un produit ou un service à quelqu'un, il va devoir y consacrer du temps, gratuitement en amont.
Et c'est en se rendant serviable qu'on devient incontournable. J'ai compris très tôt ce principe, lorsque j'ai entrepris. C'est par le simple fait de m'intéresser réellement aux gens, d'être à leur écoute, et de leur fournir du conseil, et de l'accompagnement, alors que je n'étais pas payé pour le faire, que dans 60% des cas, j'avais d'office éliminé tous mes concurrents, et était certain de remporter le marché. Ce principe s'applique aussi à la générosité. Robert Allen, co-auteur du livre Réveillé, le millionnaire qui est en vous, et qui développe l'idée de millionnaire éclairé, dit que l'esprit de la richesse commence à pointer son nez dès lors que systématiquement, nous reversons 10% de notre salaire mensuel en dons. Que ce soit à des organismes, associations, des gens dans la rue, etc. Robert Kiyosaki, dans son livre Père riche, Père pauvre, nous raconte que son père riche, qui n'est pas son père biologique, mais le père de son meilleur ami, et surtout son mentor, lorsqu'il était à court d'argent, il en donnait tout simplement à son église ou à son œuvre de bienfaisance préférée. Si je pouvais te léguer une seule idée, ce serait celle-ci: chaque fois que tu te sentiras à court, ou dans le besoin de quelque chose, donne d'abord ce que tu voudrais, et cela te reviendra au centuple. Cela est vrai pour l'argent, l'amour, l'amitié et un sourire. Je sais souvent que c'est la dernière chose qu'une personne voudrait faire, mais dans mon cas cela a toujours marché. Formez-vous avant d'agir. Comme disait Robert Kiyosaki, ce que je sais me fait gagner de l'argent. Ce que je ne sais pas m'en fait perdre. C'est la partie la plus importante de ce chapitre, et même de ce livre. Il est indispensable de vous former avant de vous lancer. Il y a un apprentissage à tout. On apprend à nager pour ne pas se noyer, on apprend à conduire pour ne pas avoir d'accident, on apprend un métier pour être compétent, on apprend à jouer au golf pour ensuite prendre plaisir à jouer. Cela paraît évident à tous. Mais quand il s'agit d'investissement, beaucoup oublient de se former. Il y a des pièges et des maladresses à éviter que vous pourrez rencontrer sur votre chemin vers la liberté financière. Il y a aussi des erreurs qui peuvent vous coûter cher. C'est la condition de votre réussite ou de votre échec. Prenons un exemple. Selon de nombreuses analyses, une très large majorité des particuliers qui investissent de l'argent en bourse sont perdants. La raison est identifiée dans le fait que ces personnes ne prennent pas le temps de se former à l'art des marchés financiers. C'est ainsi que les traders plus expérimentés gagnent de l'argent, avec les erreurs de ceux qui le sont moins. Si vous êtes en train d'écouter ce livre audio, c'est que vous êtes désireux d'apprendre. C'est un très bon début. Néanmoins, il ne faudra pas vous arrêter en chemin. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous proposer de l'e-learning sur mon blog, afin de vous aider encore mieux vers votre réussite. Vous trouverez certes beaucoup d'informations gratuites sur Internet, mais il y a des secrets de pro qu'on ne vous dira pas gratuitement. Il y a aussi des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé rechercher. Il y a enfin le facteur temps, toutes ces recherches prennent beaucoup de temps. Et c'est ce qui va faire la différence. Il faut considérer la formation comme un investissement. En effet, en connaître plus que les autres vous permettra d'économiser encore plus par ailleurs, et de gagner plus d'argent. Chaque euro investi vous rapportera au moins le double, et parfois des dizaines de fois plus, lorsque vous aurez mis en application. L'avantage en plus de se former, c'est que cela donne des bases qui sont acquises pour la vie. Bien sûr, rien ne remplacera votre expérience. Je vous conseille donc de commencer par vous former, ensuite d'investir, puis de continuer à vous former. Ne dit-on pas que la vie est un apprentissage permanent? Construisez votre liberté. Dans cette partie, nous allons parler de stratégies et des moyens que je préconise pour sortir de la rat race. Nous verrons ensuite les obstacles à votre réussite. Vous serez ainsi bien préparé à agir. Je me dois d'être honnête avec vous. Vous allez rencontrer des obstacles dans votre chemin vers la liberté financière. Il ne s'agit pas d'obstacles insurmontables, mais il vaut mieux s'y préparer avant. Vous pourrez ainsi mieux y faire face. Quelques notions de stratégie. Pour conquérir votre liberté financière, il va falloir vous conduire en véritable entrepreneur. Car quel que soit votre projet, même s'il s'agit uniquement d'investissement, il y a toujours une démarche entrepreneuriale à mon sens.
Aussi j'aimerais vous parler de planification stratégique, notion très importante dans le monde de l'entreprise, et qui relève du domaine du marketing. Vous allez voir qu'on peut appliquer ces principes à votre stratégie, pour sortir de la rat race. Définissons d'abord la stratégie, principe unificateur qui garantit la cohérence, et donne la direction commune à l'ensemble des décisions d'une organisation ou d'une personne. On a commencé à parler de stratégie dans les années 60 aux USA, et à créer une véritable discipline autour. Elle relevait avant plus du domaine militaire. Si l'on regarde l'étymologie du mot, strato signifie armée, et ago conduit. Un des premiers ouvrages de stratégie remonte à la Chine antique avec Sun Tzu et son célèbre art de la guerre. Je vais reprendre un célèbre adage qui nous vient de Sénèque, pour vous aider à mieux comprendre l'importance de penser stratégique. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Je vous explique ici les principes, et vous allez ensuite mettre sur papier votre propre stratégie selon ce schéma. Votre vision, c'est votre état futur désiré. Votre mission, c'est votre intention principale. Vos buts, c'est l'état de vos intentions. Vos objectifs, c'est la quantification ou la description précise de vos buts. Votre plan, c'est la programmation dans le temps des actions à mener. Vous l'avez compris, on part donc du plus général, pour aller au plus spécifique. Ainsi la partie plan pourra être pensée, afin de répondre à votre idéal, votre vision. Construisez la vôtre. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Pour mieux comprendre les principes exposés, voici un exemple concret appliqué au sport. Vision, être un bon coureur de marathon. Mission, être en forme et en bonne santé. But, perdre du poids et gagner en endurance. Objectif, perdre 5 kilos d'ici 3 mois et courir le marathon de Paris l'année prochaine. Plan, mise au point du régime et entraînement sportif. Vous voyez donc que l'on peut appliquer cette planification stratégique à beaucoup de domaines dans lesquels on souhaite obtenir un résultat. Je vous invite maintenant à prendre une feuille de papier et à coucher par écrit vos idées en partant de votre vision et en redescendant vers votre plan opérationnel. Faites-le maintenant. Ça va vous aider à vous structurer. Un petit coup de pouce pour vous aider avec un exemple plus proche de ce qui nous intéresse, avec le cas de Sébastien, qui travaille dans le bâtiment. Vision, être un propriétaire bailleur à plein temps. Mission, replacer sa famille au cœur de son existence. But, se constituer un patrimoine transmissible, et passer plus de temps avec sa famille. Objectif, acheter 6 appartements anciens à rénover en 3 ans, et donner sa démission, lorsque ses revenus alternatifs atteindront le niveau de sa rémunération actuelle. Plan, suivre des formations sur l'investissement immobilier, puis établir son propre plan d'action. Ou un autre exemple, celui de Marc qui est passionné de sport, et veut devenir coach sportif, pour quitter son job d'employé de bureau et voyager. Vision, être un coach sportif professionnel en ligne. Mission, voyager librement partout dans le monde. But, être autonome et moins stressé, faire des rencontres, et découvrir d'autres cultures. Objectif, prendre 1 an pour se préparer, puis donner sa démission. Plan, passer une certification de coach professionnel, et lire au moins 3 livres sur le sujet. Une fois que vous vous serez prêté à l'exercice, vous allez ainsi pouvoir exécuter votre plan, pour atteindre vos objectifs, et ainsi satisfaire à vos buts, accomplir votre mission, et réaliser vos rêves. Gardez en tête que votre stratégie peut évoluer au fil du temps, en fonction des opportunités, des succès, de vos capacités naturelles dans tel ou tel domaine, et c'est tout à fait normal. On parle donc de stratégie délibérée, celle que vous avez décidée, et qui se réalise selon vos plans, de stratégie non réalisée, celle que vous devez changer en cours de route, et de stratégie émergente, celle qui apparaît en cours de route. Coupez-vous de toute retraite. On entend souvent des personnes se plaindre de leur situation, de leur travail, et imaginer qu'ils vont pouvoir enfin en profiter à la retraite. Ceci est un mythe, un puissant leurre. Pourquoi remettre au lendemain? Construisez-vous vous-même, dès aujourd'hui votre propre retraite. Je voulais partager avec vous un fait historique de l'Antiquité, pour illustrer cette idée.
Un guerrier grec a remporté une bataille, avec une armée moins forte numériquement, que celle de son ennemi. Vous allez comprendre au travers de cette histoire, l'influence de nos pensées dans le processus de création de richesse. Le guerrier grec en question fit monter ses soldats sur des vaisseaux, et cingla vers le pays de l'ennemi. Là, il fit débarquer hommes et armes, puis donna l'ordre de mettre le feu aux embarcations. Il harangua ensuite ses soldats avant la bataille. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons plus de bateaux. Cela veut dire que nous ne pourrons quitter ces rivages vivants, que si nous remportons la bataille. Nous n'avons plus le choix, il nous faut vaincre ou mourir. C'est grâce à une détermination sans faille qu'ils remportèrent la victoire. Si vous voulez réussir, quel que soit votre objectif, vous devez brûler vos vaisseaux en vous coupant de toute retraite. Cette astuce engendrera chez vous un état d'esprit, qui est la clé du succès. Il s'agit de l'histoire d'Agathocle de Syracuse, conquérant du IVe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'il s'attaqua à Carthage en Afrique du Nord. Cette stratégie militaire a été reprise au cours de l'histoire. Puis au début du XIXe siècle, l'expression « brûler ses vaisseaux » est apparue dans le langage courant, avec les sens figurés qu'on lui connaît, par référence à ce comportement. Elle se définit ainsi, accomplir un acte après lequel tout recul ou revirement est impossible. S'engager dans une entreprise, ou prendre une décision en s'interdisant de revenir en arrière. Ce que je trouve intéressant, c'est l'utilisation du mot retraite dans le champ militaire, et son utilisation dans le champ du travail. Dans l'un il y a cette idée de fuite, et dans l'autre, c'est aussi le cas pour beaucoup de personnes, si elles refusent tout changement de leur mode de vie en se disant qu'elles en profiteront plus tard. Pour obtenir votre liberté, il vous faudra avoir votre objectif bien en tête, et de la détermination. Il faudra parfois vous battre, et ne pas céder à la tentation d'abandonner. Vous savez en plus que le système des retraites français est en péril. L'âge de la retraite a été rallongé. Qu'en sera-t-il dans 20 ans? Dans 30 ans? Personne ne le sait. Je vous invite donc à vous constituer votre retraite dès maintenant, à travers d'autres sources de revenus, et à profiter de la vie le plus vite possible, le temps filant à toute allure. Les leviers qui vont vous permettre de réussir. Je vais vous présenter différents leviers de votre liberté financière, que j'ai classés en 4 catégories: l'immobilier, l'entrepreneuriat, l'Internet, les placements. Ce sont les thématiques développées dans mon blog. Vous pourrez choisir d'en développer certaines, ou de les combiner. Et vous pourrez voir qu'il existe des synergies entre elles. 1. L'immobilier, c'est un levier très puissant, qui vous permettra d'atteindre des résultats très rapides, avec peu d'argent au départ, si vous savez vous y prendre. Attention, la majorité des biens présents sur le marché ne sont pas intéressants à acheter. La meilleure stratégie que je puisse vous conseiller est d'investir dans de l'ancien, en faisant une bonne affaire, et de trouver un moyen de louer à bon prix. L'idée est d'avoir des loyers supérieurs aux charges de crédit, et ainsi de générer des revenus passifs immédiats, des rentrées tous les mois et pas dans 20 ans. C'est ce que l'on appelle le cash flow. 2. L'entrepreneuriat. C'est également un levier très puissant. Créer son entreprise peut être une source d'enrichissement rapide, une fois passé le cap du démarrage. Je vous conseille de choisir une activité rémunératrice et non chronophage. L'idée est de se créer une entreprise qui génère à terme des revenus passifs, et non de se créer un emploi. Il faut donc pour cela automatiser le système de votre business, ou avoir un manager qui gère le quotidien pour vous. À travers le régime d'imposition Ali, vous allez voir qu'il est possible de déduire fiscalement un certain nombre de ses dépenses de son chiffre d'affaires, pour payer moins d'impôts. Ainsi un beau stylo, un smartphone dernier cri, un ordinateur portable, si elles ont un lien avec l'activité professionnelle, peuvent réduire votre impôt. En plus, vous déduisez la TVA, c'est-à-dire que vous payez la TVA sur l'ordinateur que vous achetez, mais vous la déduisez de la TVA que vous collectez de vos clients, et que vous reversez à l'État. Autrement dit, vous économisez la TVA sur votre ordinateur. 3. L'Internet. Internet a révolutionné notre monde et son économie, et donc nos façons de travailler. Ce qui est incroyable, c'est que vous n'avez plus besoin d'être au même endroit qu'une autre personne, pour interagir avec elle.
Vous pouvez travailler avec quelqu'un sans jamais le rencontrer. Vous pouvez suivre une formation qui se passe à l'autre bout du monde tout en restant confortablement installé dans votre canapé. C'est déjà une véritable révolution, et les choses évoluent encore, et vont encore continuer à évoluer. Vous pouvez aujourd'hui entreprendre facilement sur le net, et à moindre frais. C'est ce que l'on appelle l'infopreneuriat. Entreprendre sur Internet est à mon avis la forme d'entrepreneuriat la moins risquée. Il va falloir néanmoins un investissement tant important au départ pour pouvoir lancer la machine, se faire connaître, pour vendre des produits ou services. 4. Les placements. Un placement est une opération financière qui consiste à immobiliser une partie de votre capital, votre épargne, sur une durée plus ou moins longue en vue d'en retirer en échange des revenus. Il y a donc deux aspects qui se mêlent, celui de l'espoir du gain, la rentabilité, et celui de la prise de risque. La notion de placement présente une notion de risque moins élevée que celle de spéculation, et donc en contrepartie une rentabilité moins élevée. Je préconise de placer son argent, non pas à la banque, mais d'investir dans des entreprises, que ce soit par la bourse et les marchés financiers, ou par le biais de placements spécifiques proposés par des professionnels. Concernant la bourse, il faut garder à l'esprit le principe de l'argent qui travaille, pour vous dont je vous ai déjà parlé. Il ne s'agit pas d'être derrière son écran matin, midi et soir, pour surveiller les marchés, puis de paniquer la nuit au lieu de dormir paisiblement. Des études ont montré que les personnes qui gagnent le plus d'argent avec la bourse sont ceux qui passent le moins d'ordre. Bien entendu, les courtiers en ligne ne mettent pas ça en avant, car ils touchent des commissions au passage. Enfin, je trouve que le boursicotage fait un peu penser à jouer avec l'argent. C'est mon avis personnel. Il existe des synergies entre ces 4 leviers. Par exemple, si vos revenus augmentent grâce à l'entrepreneuriat, il vous sera plus facile d'emprunter pour investir dans l'immobilier. Vous avez également intérêt, comme déjà évoqué, à diversifier vos sources de revenus, et pouvez ainsi combiner ces différents leviers. Ne pensez pas trop. Selon Franklin Roosevelt, la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Lorsque vous vous lancez dans un projet important, premier achat immobilier, création d'entreprise, votre mental se met en route. Vous commencez à focaliser toute votre attention sur ce projet et les pensées fuient dans tous les sens. Et si c'est une mauvaise idée ? Et je les épaule, pour mener un tel projet, ne suis-je pas trop jeune pour me lancer? Et je pensais à tout, et si je me plante, est-ce que je ne risque pas de mettre en difficulté ma famille? Les idées qu'est capable de générer votre mental sont illimitées, et risquent de vous bouffer la vie avant même d'avoir commencé. Lorsque je me suis préparé à créer mon entreprise, j'avais 25 ans. Je me souviens d'un moment où j'avais tellement de choses qui traversaient ma tête, j'éprouvais le besoin d'en parler autour de moi pour me conforter. Malgré une pratique assidue de la méditation, je n'arrivais même plus à méditer tellement mon mental était encombré. C'est finalement une amie qui m'a dit, si tu es à ta place dans l'univers, tout va rouler pour toi. Et a permis de mettre un terme à cette cohue cérébrale. Je veux vous alerter sur ce phénomène, de manière à ce que vous en soyez simplement conscient. Le seul fait de le savoir, et d'y être préparé va vous aider, lorsque cela va se produire. Et à ce moment-là, prenez le temps de faire une activité qui va calmer votre mental. Ce peut être du sport, du yoga, une promenade dans la nature, ou tout simplement prendre de grandes respirations. Laissez-vous la possibilité d'être au clair avec vous-même, et avec votre projet. C'est très important. Si vous ne le sentez pas, ou si vous voyez trop d'obstacles, laissez tomber. Si jamais c'était une réelle opportunité, une autre se présentera à vous et vous serez mieux préparé à la saisir. Richard Branson nous dit: les opportunités sont comme les autobus, il y en a toujours un autre qui arrive. C'est la raison pour laquelle il faut vous préparer à reconnaître les opportunités. Il est donc primordial de vous former avant d'agir. Vous aurez une idée précise de ce qu'il faut faire, et de ce qu'il ne faut pas faire. Les négativement bienveillants. Je ne connais pas le secret du succès, mais la clé de l'échec est de tenter de plaire à tout le monde, disait Bill Cosby. Tous les gens qui nous entourent
ont été autant conditionnés que nous, système éducatif, médias, culture d'entreprise, normes de la société, etc. Lorsqu'on décide de passer à l'action, on se retrouve à contre-courant de la société. Vous allez donc vous confronter à ce que j'appelle les gens négativement bienveillants. Vous verrez que lorsque vous devenez entreprenant, et que vous actionnez un ou plusieurs des leviers de la liberté financière, les gens qui vous entourent, amis, famille, collègues, éprouvent un besoin soudain de vous conseiller, dans votre intérêt. Il peut s'agir de votre création d'entreprise, d'un investissement immobilier, ces gens essaient de vous raisonner sur vos ambitions. Naturellement, ces conseils qu'on nous donne alors qu'on ne les demande pas, ne vont pas dans le sens de l'encouragement. Ces personnes qui nous aiment, ou nous apprécient projettent en vérité leur propre peur, et leur propre idée reçue sur nous. Je ne veux pas que vous soyez pris au dépourvu par ce piège de négativité déguisé en bienveillance. Ces réactions s'apparentent parfois à du rejet. Et c'est d'autant plus difficile à encaisser que ça vient de personnes qui comptent pour nous. Lorsque j'ai commencé à faire l'acquisition d'un local commercial à 300 000 €, j'ai dû faire face à de nombreuses reprises à l'opposition de mon père. Mes proches savent pourtant que je suis prudent dans mes projets, mais l'importance de celui-ci leur a naturellement fait peur, et ils l'ont projeté sur moi. Il s'est avéré que ces peurs m'ont freiné dans ce projet, et m'ont fait prendre du retard. Rien de très grave en soi, mais pour une personne qui se lancerait pour la première fois dans un investissement. Il y aurait peut-être eu de quoi renoncer. Le pernicieux effet de groupe. Selon Moses Gawa, la recette du succès, c'est de suivre sa propre voie. Laissez-moi vous raconter une expérience scientifique particulièrement intéressante, pour comprendre l'influence de la société, dès qu'on essaie de sortir du lot. Il s'agit de l'expérience des crabes. Et c'est très certainement ce qui risque de vous arriver, lorsque vous vous déciderez à sortir de la rat race. Il y a un fait particulièrement intéressant au sujet d'une espèce de crabe, qui ne peut pas être capturée. Cette espèce est visiblement assez maligne et agile pour s'échapper des pièges classiques. Néanmoins, ils sont attrapés en masse chaque jour à cause de caractéristiques sociales, étrangement humaines, qu'ils possèdent. Le piège en question est constitué d'un appât placé au centre d'une cage dont la seule entrée est un trou au sommet. Le piège est plongé dans l'eau. Un premier crabe y rentre et commence à consommer l'appât. Il est alors très rapidement rejoint par un second crabe puis un troisième. Ce qui est intéressant c'est que lorsque l'appât a été entièrement mangé, d'autres crabes commencent à affluer. Ils sont attirés par le groupement de crabes. Ceux qui y sont pourraient sortir par le trou, mais ils ne le font pas. Si l'un d'entre eux s'y aventure, les autres crabes vont tout faire pour l'empêcher de sortir. Ils vont le faire tomber. Et s'il persiste, ils vont lui arracher ses pinces pour l'empêcher de grimper. Enfin, s'il persiste encore, ils vont le tuer. C'est la force de la majorité qui conduit les crabes à rester ensemble dans la cage. C'est donc ainsi qu'ils se font attraper, pour le régal des amateurs de fruits de mer. Vous comprenez le lien avec la rat race? Cette expérience est particulièrement troublante. Ce schéma se reproduit pourtant avec les êtres humains. Ces derniers n'utilisent pas la force, mais des moyens psychologiques beaucoup plus subtils. Insinuation, raillerie, sarcasme, mépris, et bien d'autres encore. Et cela est particulièrement vrai, lorsqu'ils sont en groupe. Une volonté de vous ramener à un certain conformisme rentre en jeu. Sachez par exemple, que seulement 10% de la population ont leur propre entreprise. Les gens qui vous entourent, ne sont probablement pas aussi courageux que vous. Ils risquent de vous jeter la pierre, lorsque vous leur parlerez de vos projets. Ils vont vous faire peur en vous parlant de toutes les difficultés possibles et imaginables que vous pourriez rencontrer. Alors pourquoi une telle attitude envers vous? Ils s'accrochent tout simplement à la sécurité de leur emploi, de leur train de vie, et à ses avantages. Ils savent qu'ils devraient faire comme vous, mais ils n'en ont pas le courage. Ce que vous faites pour sortir de la rat race leur renvoie donc une mauvaise image d'eux-mêmes. Leurs critiques nous en apprennent beaucoup sur eux, et leur crainte de sortir de la masse. Leur vision du monde n'est pas la vôtre. Et en vérité, c'est tant mieux. Alors ne vous fâchez pas avec eux, mais ne vous laissez pas trop influencer quand même. Le syndrome de l'oncle Picsou.
Il y a un conte assez connu du fabuliste grec Ésope, 6e siècle avant notre ère, qui est assez amusant. C'est l'histoire d'un homme particulièrement avare, qui avait converti toute sa fortune en un gros lingot d'or. Afin de pouvoir l'admirer en toute sécurité, il l'avait caché au fond d'un puits. Tous les soirs il le remontait avec une corde pour le caresser des mains et des yeux. Hélas pour lui, un voleur repéra son manège nocturne, et se saisit du lingot. Le pauvre homme crut bien en mourir. Il s'en lamentait de désespoir. Un voisin eut pitié de lui et lui suggéra: prends un gros caillou de couleur dorée, et accroche-le à la place. Cela te donnera le même plaisir, puisque jamais tu ne dépensais un sou. À quoi te servait donc ton or, si tu n'en faisais pas usage? La première chose à retenir de cette histoire est que l'argent peut vous rendre avare. Si vous avez pris l'habitude d'économiser, il ne faut pas que cette habitude se transforme en vice. La seconde chose à retenir de cette histoire est que l'argent peut être cause d'une intense souffrance lorsqu'on le perd. Certains allant même jusqu'au suicide. Voici mes conseils. Gardez à l'idée que l'argent est un moyen, et non une fin. L'argent doit être au service de votre vie, et non l'inverse. Ayez une relation équilibrée à l'argent. Faites de l'argent non un vice mais une vertu. Domptez votre ego. Selon Épicure, seul celui qui peut se passer de la richesse est digne d'en jouir. Lorsque votre niveau de vie va augmenter, vous verrez que vous n'aurez aucun mal à vous habituer à votre confort qui augmente. Néanmoins, si vous avez à faire face à des difficultés financières, et ça peut arriver, même passagères, il vous sera très difficile d'accepter de redescendre. En vérité, c'est l'ego qui n'apprécie pas. Ce vilain petit canard dans votre tête donne beaucoup de fierté. Souvenez-vous donc de ce que je vous ai expliqué dans le chapitre sur l'argent. L'importance de vivre avec frugalité prend ici tout son sens. Si vous ne menez pas un grand train de vie, vous n'aurez pas besoin de redescendre en cas de difficulté. Par ailleurs, pour tester votre détachement au confort, il est important de garder un pied dans l'inconfort de temps en temps. Lorsque je voyage avec mon épouse, on s'accorde des endroits haut de gamme, comme moyen de gamme dans le même séjour. Ainsi on va être sensible à des choses différentes, telles que la convivialité du lieu ou son côté familial, l'accueil sincère des gens. Dans la même idée, j'ai dans ma garde-robe des vêtements de marque, des vêtements achetés pas cher à l'étranger, des vêtements achetés au supermarché. Je suis ainsi capable de vivre simplement, et d'accepter de vivre avec des choses simples. On peut reproduire le schéma avec la nourriture. Il est possible de manger pour des prix très variés, et cela fait une différence à la caisse du supermarché. Ces principes ne sont pourtant pas récents, et les stoïciens de l'Antiquité en faisaient déjà l'éloge. Par des astuces très simples, vous pourrez donc dompter votre ego. Celui-ci se montrant toujours très mauvais conseiller, vous saurez le faire taire. Et la meilleure arme pour l'achever est l'humour envers soi-même. À vous de jouer. Quelques mots pour terminer. Ce livre gratuit ne vit pas à être complet sur le vaste sujet traité. Il faudrait certainement une encyclopédie pour prétendre y parvenir. Je voulais néanmoins jeter les bases solides de votre réussite. Je vous souhaite maintenant courage et détermination pour mettre en pratique ces enseignements et plein de réussite dans vos projets. N'hésitez pas à me faire des retours de vos succès et de vos difficultés éventuelles en laissant un commentaire en dessous de cette vidéo et des articles du blog. Je vous promets d'y accorder la plus grande attention. Pour finir, retenez bien ceci, la liberté n'est pas au bout du chemin, la liberté c'est votre chemin. Et c'est aujourd'hui qu'on se met en route. Puisse le vent de la liberté vous pousser à briser vos chaînes. À votre liberté. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.